Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais partager avec vous ma note d'analyse sur les rapports sur la publication des rapports financiers ici de PepsiCo pour le quatrième trimestre 2024. Après avoir lu les rapports financiers, écouté le conference call, qu'est-ce qu'on peut tirer des perspectives ici à court terme? D'accord, à minima, d'accord, concernant ici PepsiCo. Comment est-ce qu'on apprécie ces résultats-là? Donc, on y va rapidement. Je rappelle ici que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, le bénéfice par action ajustée a légèrement dépassé les attentes, ce qui est un signe encourageant. Cependant, le chiffre d'affaires n'a pas tout à fait atteint les prévisions, ce qui soulève des questions sur la dynamique des ventes. Si on se penche sur l'ensemble de l'année, on constate que le chiffre d'affaires a été affecté par une performance plus faible sur le marché nord-américain, en particulier pour la division Quaker Food en raison des rappels de produits. Malgré cela, le bénéfice par action a affiché une croissance solide en données corrigées des effets de change, ce qui témoigne d'une certaine résilience. Sur le plan opérationnel, PepsiCo a su tirer parti d'initiatives de productivité qui ont permis d'améliorer les marges et de réaliser des gains d'efficacité, ce qui a contribué à la rentabilité malgré les difficultés liées au chiffre d'affaires. L'entreprise, comme beaucoup d'autres, évolue dans un contexte de consommation difficile, marqué par des pressions inflationnistes. De plus, la popularité croissante des médicaments pour la perte de poids a un impact sur la demande pour certaines de leurs catégories de produits comme les collations et les boissons sucrées. À l'horizon, des changements réglementaires potentiels pourraient introduire de nouvelles complexités, notamment des exigences d'étiquetage plus strictes, des restrictions sur certains additifs alimentaires et d'éventuels ajustements au programme d'aide alimentaire qui pourraient affecter les dépenses des consommateurs, en particulier ceux à faible revenu. Donc, face à ces défis, PepsiCo adapte sa stratégie. Un élément clé est le développement d'offres de produits plus sains pour mieux répondre aux préférences changeantes des consommateurs. L'entreprise poursuit également son expansion à l'international en ciblant particulièrement les marchés émergents qui offrent un potentiel de croissance important. Pour 2025, PepsiCo anticipe une croissance modeste de son chiffre d'affaires et une augmentation progressive de ses bénéfices. Les fluctuations monétaires devraient avoir un léger impact négatif sur les résultats financiers. L'entreprise prévoit également d'augmenter son dividende annuel, par action et continuer à redistribuer une partie des free cash flow aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachat d'actions. Donc, couplé, ils vont faire les deux. Dans tous les cas de figure, ils ont aussi une habitude au sein de cette compagnie-là, mais je rappelle que ce n'est pas une obligation. OK? Vous avez vu, il y a une compagnie, Estée Lauder, qui a réduit son dividende ici. Et on en a parlé lors de la dernière vidéo sur Estée Lauder. Les 2 dernières minutes ici, on en a parlé rapidement ici. Donc, je disais tantôt que ça serait une bonne chose que l'entreprise coupe littéralement son dividende. Et j'avais employé un mot assez... Voilà. Un terme assez fleuri, on va le dire comme ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la compagnie, pour les actionnaires. Bon, c'est à vous de voir. Mais on n'achète pas une entreprise pour le dividende uniquement, ok? Il y a d'autres éléments qu'on regarde. Bref, on continue. La diversification du portefeuille de produits de PepsiCo, qui comprend à la fois des collations et des boissons, lui confère une certaine résilience face aux fluctuations du marché. Son réseau de distribution bien établi est un atout majeur, en particulier pour la croissance dans les pays émergents. Parfois, on pose la question de savoir quel est l'avantage concurrentiel de Pepsi ou de Coca-Cola. Oui, la marque joue énormément, mais c'est surtout le réseau de distribution. Ah, ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas répliquer en un jour. Même si on vous donne 1 milliard, ça va être compliqué pour vous. C'est la raison pour laquelle, généralement, les marques émergentes font appel, donc choisissent ici de nouer des partenariats avec ces différentes entités-là, parce qu'en un claquement de doigts, vous pouvez vous retrouver dans les étalages ici, dans la plupart des magasins dans le monde entier. D'accord? Alors que si vous devez bâtir vos propres réseaux de distribution, ça pourrait vous prendre énormément de temps. Bref, après, il y a souvent certaines alternatives. On peut le faire en ligne, etc. Avec des partenariats, notamment avec Amazon. Mais Amazon prendrait également sa commission. Et donc, ce n'est pas souvent parfois un avantage. Bref, on continue. Par le passé, l'entreprise a souvent communiqué des prévisions prudentes
puis a dépassé ses attentes, ce qui suggère une certaine visibilité. Donc, en résumé, bien que PepsiCo doive faire face à quelques obstacles à court terme, son portefeuille de marques solide, ses efforts d'expansion mondiale et sa gestion proactive des coûts la positionnent favorablement pour un succès à long terme. Maintenant, est-ce un bon investissement? Techniquement, on en a parlé il y a quelques temps sur une de nos vidéos. Ça date du 7 du mois de janvier. Je pense que l'analyse quantitative ne sera pas trop différente ici. On va faire un tour d'horizon assez rapide, croissance des revenus. Très bien. Maintenant, la question est de savoir d'où est-ce qu'elle provient. Acquisition organique. Voilà, il faut juger la croissance. D'accord? Il faut apprécier la qualité de la croissance. Ensuite, marge brute, stable ou croissante? Bon, elle a l'air plutôt stable pour le moment. J'espère que, voilà, elle a l'air plutôt stable pour le moment. Donc, on va se dire que c'est plutôt correct ici. Ensuite, on regarde ici les marges EBITDA. Les marges EBITDA sont en légère décroissance. Et quand on a des marges EBITDA sous pression, ça veut peut-être dire ici qu'on investit massivement. Les dépenses opérationnelles sont de plus en plus élevées. OK, ça se passe généralement au niveau des dépenses opérationnelles. Et maintenant, quand on parle de dépenses opérationnelles, il faut essayer de voir est-ce que ce sont des dépenses variables, est-ce que ce sont des coûts variables ou bien c'est des coûts fixes. Bref, le marketing est un coût variable parce qu'on peut le couper à tout moment, mais ça peut impacter négativement la croissance de la compagnie à moyen terme. Donc, quand vous voyez une entreprise ici réduire son marketing, la dépense en marketing, surtout dans un business pareil, posez-vous des questions. Parfois, après également, elle peut avoir tendance à l'augmenter. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours comparer par rapport à d'autres entreprises dans le même secteur d'activité, histoire de voir quelle est la moyenne en termes en termes de dépenses marketing par rapport aux revenus. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Vous pouvez le faire en désordre, c'est juste très facile ici. Enfin, c'est juste pour aller rapidement. Nombre d'actions en décroissance. Donc, c'est une entreprise qui rachète ses actions. On aime ça. Net income, free cash flow, du point de vue volume, histoire de voir si les deux vont dans le même sens. Parce qu'une entreprise qui rapporte des bénéfices nets devrait avoir des free cash flow positifs. Et ici, enfin, des free cash flow équivalents. On voit ici que sur les dernières années, à peu près depuis 2024, on a une différence entre les net income et les free cash flow. Donc, on doit aller se poser la question, il y a des questions à se poser à ce niveau aussi, si ce n'est pas un effet lié au BFR. Bref, donc on a augmenté l'inventaire ou ce genre de choses-là. Donc, il faut faire attention, il faut regarder cela. Ensuite, je compare la dette nette sur EBITDA, qui est à peu près au niveau à 2. Ça veut dire ici que si l'entreprise pourrait rembourser la dette ici avec l'EBITDA, mais vous savez qu'on ne rembourse pas la dette avec l'EBITDA, mais plutôt avec les free cash flow. Donc, c'est toujours bien d'aller regarder la dette nette du point de vue volume. Quand on a une dette nette ici, point de vue volume, on a à peu près 37 milliards. Et il me semble que le free cash flow ici, sur les dernières instituts, une entreprise peut avoir des bénéfices nets équivalents au free cash flow. Des free cash flow équivalents aux bénéfices nets. Mais bref, même si c'est 7 milliards ici, on peut se dire qu'on peut repayer la dette nette ici en 6 ans. Et donc, c'est correct, juste avec les free cash flow. Mais n'oubliez pas qu'une partie de cette dette-là, une partie de ces free cash flow-là s'en va pour payer le dividende. OK? Quand on a à peu près, enfin, le dividende du point de vue volume ici, combien est-ce qu'on dépense? C'est un dividende en croissance année après année. Non, c'est pas ça. Dividende. Voilà. Donc, on dépense combien? À peu près 7 milliards pour le dividende. Donc, quoique c'est... Comme on l'a vu sur les dernières années, c'est près de 7 milliards en termes de free cash flow. Et comme je l'ai dit également, les bénéfices nets ont tendance à être légèrement plus élevés. Si les free cash flow représentent à peu près 7 milliards, sont moins élevés que les net income ici, c'est peut-être un effet lié aux besoins en fonds de roulement. Donc, il faut aller vérifier cette partie-là. OK? Parce qu'en moyenne, la moyenne des bénéfices nets sur les 5 dernières années, c'est à peu près 8 milliards. Sur les 3 dernières années, c'est 9 milliards par là. OK? Donc, on va se dire ici qu'une grosse partie de ce qu'on gagne s'en va directement au niveau du rachat d'actions, du paiement de dividendes. Donc, il faut faire attention ici. Je ne dis pas qu'elle n'a pas les moyens de payer ce dividende-là, mais voilà, du point de vue croissance du dividende, je pense qu'on a quand même atteint déjà un niveau assez élevé, sauf si l'entreprise arrive à continuer à générer une certaine croissance. On n'est pas à l'abri d'acquisition, ce genre de choses-là, ou bien de gains en productivité. D'accord ? Alors, du point de vue évaluation, est-ce que ça vaut la peine? Je pense que l'évaluation la dernière fois sera... Je vous renvoie sur la vidéo du 7 du mois de janvier. Elle est encore disponible sur la chaîne. Donc, c'est celle-ci. Je pense que le prix sera à peu près le même, en tout cas pour moi. Maintenant, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, Pepsi,
Je pense qu'à la limite, on pourrait se dire que c'est un prix correct, hein, malgré les valeurs. Il n'y a pas une grosse différence par rapport à la dernière fois. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Enfin, et non un conseil d'investissement, d'accord? Et donc, je me réserve royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que vers la Top Newsletter. Merci, au revoir.